Jean-Jacques Seymour reçoit Jacques Cheminade, ancien candidat à la présidentielle et président de Solidarité et Progrès. Bonjour Jacques Cheminade. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va peut-être commencer par là. Ce dégel américano-cubain, il vous inspire quoi? Il m'inspire un jugement, disons, scandalisé. Voilà que on utilise ce dégel, Obama utilise ce dégel, et les républicains au Congrès américain, qui sont de vrais fascistes, sont encore pires. Obama va vers les pays des Caraïbes et leur dit « laissez tomber le pétrole vénézuélien ». C'est scandaleux, à double titre. D'abord, qu'on vienne dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ce que les Américains sont en train de faire. Regardez, en Tchéquie, leur ambassadeur Shapiro a dit au président de Tchéquie, Zeman, « vous ne devez pas aller à Moscou pour les célébrations du 70e anniversaire de la libération de l'Europe du nazisme. Vous ne devez pas y aller, parce que vous discréditez l'Europe en allant voir Poutine. Quand même, c'est énorme. » Et le président de Tchéquie a dit, Shapiro, l'ambassadeur américain, ne sera plus reçu au palais présidentiel à Prague. Ensuite, Victoria Nuland, qui est quand même la conseillère d'Obama pour tous les pays d'Europe, qui finance et sponsorise les milices néofascistes, néo-nazis en Ukraine. Et là, on y va, hein, on intervient dans les affaires intérieures des autres pays, c'est scandaleux. Et c'est aussi scandaleux, parce que les États-Unis, avec leur pétrole de schiste, ils en ont fait une arme. C'est un choix géopolitique. C'est pas du tout un choix économique. Le pétrole de schiste est une absurdité d'un point de vue économique, n'en déplaise à M. Montebourg qui était pour. Le pétrole de schiste, c'est pas rentable économiquement. Vous creusez des trous pendant 1 ou 2 ans, et puis au bout de 3 ans, c'est plus rentable. Et vous abîmez l'environnement. Et vous abîmez complètement l'environnement. Et vous mettez dans le chemin de fer, les chemins de fer, ce pétrole, qui détruisent les voies ferrées, qui sont déjà en très mauvais état aux États-Unis, et puis vous privez les gens qui ont produit des céréales d'un transport, comme dans les États du Dakota. Donc c'est scandaleux. Donc cette diplomatie du pétrole dont je parlais, c'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose, c'est une diplomatie de chantage. Il faut l'appeler par son nom. Le même chantage que font les États-Unis en Ukraine. On peut penser ce qu'on veut de Poutine, mais on comprend que, voyant les forces de l'OTAN à ses frontières, alors que les États-Unis et les pays occidentaux, les pays européens, avaient promis à Gorbatchev, et avaient promis à Yeltsin ensuite, que jamais l'OTAN n'irait aux frontières de la Russie. Elle y est dans les pays baltes, elle y est en Pologne, elle y est partout. Et on conçoit que Poutine, qu'on l'aime ou pas, trouve ça que c'est une agression, et qu'il dise non. Voilà, donc il y a aussi, et j'aimerais avoir votre appréciation, après la poignée de main de Pretoria, il y en aura une autre aussi aujourd'hui à Panama City entre Castro et Obama. Là aussi, comment vous voyez les choses? Des choses qui vont très lentement depuis le mois de décembre. Ah, je pense que Raúl Castro n'a pas beaucoup de choix et qu'il espère que dans des circonstances nouvelles, il aura le soutien d'abord des pays d'Amérique du Sud. Parce que, vous l'avez, Dilma Rousseff est sous attaque pour l'affaire Petrobras au Brésil. Encore un scandale de corruption. On en parlera de la corruption après, si vous voulez. Il y a Cristina, en Argentine, qui est, elle aussi, Cristina Kirchner, qui est menacée de scandale de corruption. Il y a Michelle Bachelet au Chili. Il y a Evo Morales, qui s'est avéré un homme remarquable en Bolivie. Il y a Rafael Correa, qui s'est avéré un homme tout aussi remarquable en Équateur. Tous ces gens-là peuvent former, avec le chef d'État vénézuélien, Maduro, peuvent former un front de résistance. Et je pense que Raúl Castro se rapproche de ça et espère avoir un front de résistance qui ne sera pas simplement Cuba, mais qui sera tous ces dirigeants-là contre Obama. Et on le verra au sommet à Panama, au sommet des Amériques à Panama, maintenant, là, ici et maintenant. Pour vous, ce qui va se passer là-bas, c'est parce que décrit la grande presse, c'est-à-dire un moment historique. Non, pas du tout. Il le sera quelque peu quand même. C'est un moment un peu hystérique, plutôt qu'historique pour moi, là-bas, de la grande presse. Hein. En réalité, le conflit sous-jacent est là. Et vous voyez le rapprochement entre ces pays d'Amérique latine et les BRICS, les fameux BRICS, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays-là, qui depuis 2010 se réunissent, font des plans, et maintenant ont un plan d'ensemble pour former 2 grandes banques pour le financement des infrastructures, la banque des BRICS, plus
ce qu'il faudrait appeler en France, pas par les initiales américaines, mais qu'il faudrait appeler par les initiales françaises, la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures. Alors justement, ça m'avait beaucoup surpris parce qu'il y a quelques semaines, vous avez salué l'adhésion de la France à ce nouveau système. Après l'Angleterre, oui. C'est par opportunisme, je pense. Ouais. Vous savez, pour vendre des avions, pour vendre du matériel, la présidence française, actuelle ou passée, est prête à se mettre ici ou là avec des gens qu'elle peut trouver. Et à un certain moment, ce qui n'est pas la pire des choses, mais pas non plus la meilleure, le président Hollande a compris, lorsqu'il a rencontré en particulier Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan, qu'il ne faudrait pas se lancer dans une opération européenne contre la Russie qui pourrait favoriser que les Américains et pas les Européens. Donc il allait voir Poutine à Vnukovo. Poutine, d'ailleurs, l'a reçu à Vnukovo, ce qui est un signe. Il n'a pas fait venir Hollande au Kremlin. Il se déplaçait pour le voir à l'aéroport. Donc, Poutine essaye de jouer l'intérêt de certains pays européens contre l'intérêt qu'ont les États-Unis. Il ne faut pas dire les États-Unis, d'ailleurs. Ce n'est pas le peuple américain, ce n'est pas les États-Unis. C'est Wall Street qui domine les États-Unis avec la City de Londres, et puis tous les politiciens américains qui sont complètement corrompus, parce que pour financer leur campagne, ils doivent passer entre le tiers et les 2 tiers du temps à parler à 1% des Américains qui sont les plus riches et qui les financent. Et justement, cette banque d'investissement asiatique pour l'infrastructure, c'est vrai qu'elle fait trembler Wall Street ? Qu'elle fait ? Trembler Wall Street ? Elle fait trembler Wall Street en potentiel, c'est-à-dire que elle fait trembler Wall Street pas tellement parce qu'elle est, mais par la faiblesse actuelle de Wall Street. C'est-à-dire Wall Street, c'est une pyramide à l'envers, hein. En haut, extrêmement étendu, il y a tous les effets spéculatifs. Ben, ça fait 3 ans que vous me dites ça. Oui, mais la situation s'aggrave d'année en année. Oui. Vous avez eu la guerre en Ukraine, vous avez le pivot asiatique d'Obama et les défis qu'il lance à la Chine et la résistance des Chinois. Donc, depuis ces 3 ans, vous avez ces pays des BRICS qui se sont unis. Et il faudrait dire des BRICS, parce que l'Indonésie et l'Iran s'y joignent maintenant. C'est le 3e I, les 3 I avec l'Inde. Et il y a un front commun de résistance. Je ne veux pas dire que ce soit des pays où règnent des régimes idéaux, que ce soit parfait, mais c'est un front de résistance face à cette volonté d'extension américaine. On pouvait dire un mouvement vers l'Est. Hein. Je ne voudrais pas rappeler des souvenirs historiques, mais c'est un mouvement vers l'Est des Américains pour un pillage économique. Alors, il ne faut pas dire les Américains, il faut dire les Anglo-Américains. Et ce qui est très intéressant, qui apparaît aussi un phénomène nouveau, c'est en Israël, dans Haaretz, on se préoccupe beaucoup du soutien de Victorien Nuland et des Américains donné aux néofascistes et néo-nazis d'Ukraine. Ça est paru cette semaine dans Haaretz. Oui. Alors, justement, à propos de ces BRICS, derrière aussi, il y a une formidable dynamique économique. Il y a une formidable dynamique économique parce qu'on investit dans le capital réel et pas dans le capital fictif. Nous sommes... Ça, c'est votre dada. Ah ben, c'est pas mon dada. C'était le dada de tous les socialistes qui comprenaient quelque chose à l'histoire. Marx et Hilfeldin en particulier, et Rosa Luxembourg surtout, qui comprenaient qu'à partir d'un certain moment, dans ces régimes, c'est plus un régime vraiment capitaliste, c'est un féodalisme financier qui émet un capital fictif qui ne va pas au développement réel de l'économie. Alors, ces pays-là, qui ne sont pas des pays où auraient, encore une fois, des régimes qui seraient mon idéal, mais ces pays-là veulent se développer. Et ce qui est emblématique, c'est la conception chinoise de financer de grands projets, d'où le canal du Nicaragua, qui est si contesté par les pays occidentaux en disant « ça fera de la peine aux petits poissons ». Donc, il y a un problème écologique, hein, mais il peut être résolu tout en le construisant. Le doublement du canal de Suez, le canal de Kra en Asie, il y a tous ces grands projets de canaux. Plus il y a des projets de barrages, plus il y a le projet de la fusion thermonucléaire contrôlée. Alors, les Chinois ont un plan qui s'applique à la chinoise progressivement, mais avec beaucoup de ténacité, qui est d'aller sur la Lune pour prendre l'hélium 3 qui s'y trouve et développer la fusion. C'est un plan à 30 ans, hein, mais ils l'ont. Donc, en Chine, il y a un mouvement vers le développement, et ce que m'a dit un militaire français, sur le couvert de l'anonymat. Oui, l'anonymat, comme on dit. Oui. Il m'a dit, en France, nous avons des gens qui sont dans un régime dit démocratique. Il a les apparences de la démocratie, il n'en a pas la réalité, bien entendu. C'est un système, en réalité, qui est celui que De Gaulle appelait le monde de l'argent. Donc ce système-là, qu'il est beaucoup plus qu'au moment de De Gaulle, encore aujourd'hui,
par la trahison des socialistes et par la trahison évidemment de la droite, mais c'est sa raison d'être, tous ces gens-là ont développé une politique qui a été une politique de complaisance vis-à-vis des marchés financiers internationaux. Donc on a actuellement en France des chefs d'État, des politiques, dont très peu pensent la durée longue. Ils pensent tous à la prochaine échéance présidentielle et à l'argent qu'ils pourront recueillir pour financer leur campagne. C'est la même chose au Front National, d'ailleurs, exactement la même chose, on l'a bien vu ces derniers temps. Et de l'autre côté, en Chine, on a peut-être un système qui a certaines valeurs traditionnelles chinoises entre Confucius et l'autocratie, mais on a des politiques qui sont souvent, m'ont dit ces militaires français, des gens qui ont une formation scientifique et qui pensent à long terme à leurs enfants et à leurs petits-enfants et au monde de l'avenir. Et qui sont pragmatiques. D'ailleurs, ils sont de plus en plus présents dans cette région dont nous parlions tout à l'heure. Ah oui, ils sont de plus en plus présents parce qu'ils ont accumulé à peu près 4500 milliards de devises. Et ils ne veulent pas les investir en bons du Trésor américain maintenant. Ils veulent les investir dans des projets. Alors, le président Xi Jinping... Dans des projets concrets. Le président Xi Jinping a dit, et c'est une parole publique, des projets gagnants-gagnants, où ce sont des projets qui, évidemment, seront à l'avantage de la Chine, mais à l'avantage aussi de leurs partenaires, en y développant une économie qui permettra de créer des conditions de développement mutuel et harmonieux. C'est le plan. Que dans la réalité, ça s'inscrive parfaitement au millimètre près, et non, bien entendu, jamais dans l'histoire. Mais il y a cette tendance et cette direction qui est prise de ces pays-là. Et Modi, qui est actuellement, Narendra Modi, qui est actuellement en France, qu'on n'attendait pas tel qu'il est maintenant, Modi a bien dit qu'il fallait un développement de l'Inde avec la Chine. Donc on a dit en Occidentaux, jamais l'Inde et la Chine s'entendront, toujours ces pays sont opposés par nature. Géopolitiquement, c'est vrai. Économiquement, c'est faux. Et ils s'entendent sur une base économique de développement mutuel. Alors Modi a dit les investissements dans l'espace, dans le nucléaire, dans les infrastructures, dans les transports en particulier, c'est ce qu'on dit. Mais en plus, il a dit autre chose dont on s'est moqué, mais qui est quelque chose de très important. Il a dit, avec moi, il y aura des toilettes dans tous les villages indiens. C'est-à-dire qu'il y aura une politique de salubrité et de santé publique. Et c'est très important pour un pays comme l'Inde, où les classes, pas seulement les intouchables, mais les pauvres, ont été négligées. Et là, il y a un engagement à s'occuper des pauvres. Alors qu'ils soient tenus ou pas est une autre question. Mais en tout cas, il y a des plans, en plus industriels. 25 secteurs industriels ont été retenus par l'Inde comme devant constituer un horizon pour le pays. C'est Amitabh Kant qui est en charge de cela, avec Modi. C'est une sorte de Montebourg indien, sans la vanité, je dirais, en plus sérieux. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de cette tournée caribéenne et de Barack Obama. Quand on nous parle de l'élargissement du marché du CARICOM, de ce marché caribéen qui existe depuis toutes les indépendances, et brusquement on nous dit oui, mais il faut y atteler l'ALENA aujourd'hui. Ça participe de quoi, selon vous ? Ça participe d'un plan américain, qui n'est pas américain, qui est le plan de Wall Street, de contrôler financièrement et commercialement tout ce qui peut être quelque part actif, c'est-à-dire d'imposer cette économie de capital financier fictif, si vous le voulez, partout, et d'intégrer les Caraïbes, dont on connaît la tradition d'indépendance entre Césaire, Aimé Césaire, Fidel Castro, tous ces gens qui dans les Caraïbes ont eu une tradition d'indépendance. Alors moi j'ai toujours dit, il faudrait recréer au contraire un gouvernement, une gouvernance, comme on dit aujourd'hui, mais une confédération quelque part des Caraïbes dans l'intérêt mutuel de chacun avec un développement. Et ça doit être lié aux pays d'Amérique latine, pas aux États-Unis, qui sont dans une autre situation. Peut-être que les États-Unis changent un jour, mais pour l'instant, ils ne changent pas, ils sont dominés par un système financier. Donc, il faut créer des marchés pour que, à la fois, les pays du Caraïbe puissent commencer à développer une industrie, vendre dans les pays d'Amérique latine, et les pays d'Amérique latine échanger avec les pays des Caraïbes. Et c'est là que le pétrole de Correa, le pétrole de Maduro doit jouer un rôle. Est-ce que veut l'empêcher Obama ? Est-ce que veut l'empêcher encore plus les républicains qui sont exactement dans la même ligne? Il y a une continuité entre la famille Bush, la famille Obama. On est avec des dynasties partout. La famille Le Pen, la famille Bush, la famille Obama. Il y en a assez de tout ça. En vous entendant, on comprend mieux les réticences de Castro, de Raúl Castro, qui fait que les choses vont un petit peu plus lentement aujourd'hui parce qu'il veut peut-être se protéger de tout cela. Il veut se protéger et il veut l'alliance des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud,
qui commence à comprendre ce qui se passe et il voit aussi l'intérêt des investissements chinois. Les Chinois sont en train d'avancer en Amérique du Sud, en Afrique. Alors, nous, on se plaint que les Chinois avancent en Afrique, mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'Afrique ? Ils apportent du concret. Vous avez cité les dynasties tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec la dynastie Le Pen, là, aujourd'hui ? Je pense que c'est que les journalistes tentent de faire regarder le monde par le trou de serrure de la dynastie Le Pen, et ils montrent rien en mettant leur caméra à montre tout. Donc, c'est une diversion. J'ai toujours dit que le Front National était la roue de secours du système. Ils se sont donné les apparences d'un programme de gauche, il faut le dire. C'est ce que dit Sarkozy tout le temps. C'est le programme de Mélenchon, c'est le programme de Marine Le Pen, c'est la même chose. Regardez, ils sont pour la sortie de l'euro, ils sont pour accroître le SMIC de 200 €. Tout ça, c'est démagogique, c'est épouvantable, ça mettrait la France par terre. Alors, la différence, c'est que le programme du Front National est une apparence. C'est quelque chose qui est une sorte de théâtre. Et derrière, on voit progresser Marion le Maréchal, qui est en réalité une tête pensante, bien que souvent elle dissimule. Et cette tête pensante, elle veut une alliance avec la droite, de toutes les droites, basée sur un programme libéral. Et un programme libéral, contrairement à Philippot et aux autres qui prétendent avoir un programme d'économie, de stratégie d'État. Elle est partisane d'une économie libérale, elle a manifesté contre le mariage pour tous, et elle veut se situer dans une perspective future où elle pense que le Front National seul ne pourra aller au pouvoir et qu'il faudra prendre une partie à droite. Alors Sarkozy voudrait le prendre, et voilà qu'il en remet une couche. Il dit pas de menu de substitution dans les écoles, pas de foulard dans les universités, et il espère toucher le même public. Et il change le nom de l'UMP, ils vont s'appeler les Républicains. Oui, comme les Américains. Quand les Républicains américains deviennent néofascistes, lui, il s'appelle les Républicains. Je pense que c'est la leçon qu'il faut en tirer. Un mot encore sur les départementales. On ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Sur ces résultats qui ont eu l'air de secouer... L'important, c'est les abstentions. 50% d'abstention, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est en effet les résultats du Front National. Est-ce que Sarkozy arrive à récupérer au second tour ? Et ce que je dis, cette tendance dans les électorats à un rapprochement entre le Front National et l'UMP, même si les dirigeants se battent entre eux comme des requins dans la même piscine. Donc, il y a cette tendance-là qui est très dangereuse. Et pourquoi cette tendance-là ? Parce que Hollande n'a rien fait contre le système bancaire, il n'a presque rien fait à part une série de petites réformes pour la jeunesse, et il n'est pas intervenu avec une volonté, disons, qu'il aurait dû avoir en Europe, pour dire qu'il faut refaire une Europe de développement mutuel. Et on est intégré à une Europe qui se détruit elle-même, qui est dans le domaine de l'autodestruction, et qui est à la remorque des intérêts de Wall Street. Alors, Marine Le Pen a dit que Hollande était le caniche d'Obama. C'est une façon, je pense, imagée de définir les choses, mais fausse. C'est des hommes qui sont à la remorque d'un système financier qui est lui la City et de Wall Street. Et ce système-là ne craint pas du tout le Front National. Il y voit une roue de secours pour l'instant, un peu comme il voyait Hitler, une roue de secours à un certain moment. Je ne veux pas faire de comparaison mécanique, mais je veux faire de comparaison par rapport à un moment de l'histoire. Vous avez parlé de Wall Street et de la City. Je rappelle votre livre « Un monde sans Wall Street ni la City ». Ni la City, qui, je crois, était exactement le monde. Regardez la trahison. Sigmar Gabriel, qui est le dirigeant des socialistes allemands, était à Paris. Et il a dit, pendant les présidentielles, le futur de l'Europe sera déterminé pour savoir qui la dominera. Le monde de la City et de Wall Street, il avait repris mes termes, volontairement ou pas, j'en sais rien, ou les peuples. Et bien maintenant, lui, il sert la City et Wall Street au gouvernement allemand. Voilà. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous. Je vous retrouve ce soir 21h pour Laisse parler les gens. Et pour l'heure, je vous laisse avec le GAN. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos web radios, sur Facebook et Twitter.